Chaque soir, quand j'entendais une voiture faire un bruit, je pensais que c'était lui qui arrivait. C'est lui qui allait me dire, viens ouvrir la barrière comme ça et me taquiner. C'était franchement difficile déjà. Émotionnellement, je n'arrivais pas à dormir. Je dormais avec la lumière chaque soir, je dormais tard, je faisais des insomnies, je maigrissais et je me posais la question, je vais faire comment? Je devais payer la location comment? Je n'avais plus d'argent et tout. Je suis retournée dans ma famille, chez mes parents, avec les enfants. C'était le moment où j'ai oublié ma dignité, j'ai oublié tout. Parce qu'en fait, j'avais besoin qu'on me tende la main. Je pleurais si fort que mes parents se réveillaient parfois pour me consoler. Ils me disaient, mais tu pleures pourquoi? Je pleurais. Je pleurais. C'était mon quotidien, pleurer. Pleurer, c'était mon quotidien. J'étais devenue si sensible. Se retrouver veuve, sans travail ni argent, avec des enfants à charge, c'est une réalité brutale que beaucoup de femmes traversent dans le silence. Dans ce témoignage, Laure a accepté de revenir sur son histoire, sur les moments les plus difficiles, mais aussi sur la force intérieure qu'elle a pu construire au cœur de cette épreuve douloureuse. Commercial de formation, j'ai rencontré mon époux et après quelques temps, nous avons décidé ensemble que j'arrête de travailler pour me consacrer à notre foyer. Mon mari, j'étais une femme dynamique, très dynamique. J'étais très dynamique, mais j'ai décidé de tout arrêter par amour. Et nous avons fait 3 enfants. Nous avons eu 3 enfants durant 5 années. Et la 5e année, malheureusement, mon mari est tombé malade. C'est-à-dire qu'il était malade, très très gravement malade. Et entre-temps, lui aussi, il avait perdu son boulot. Donc, on vivait entre l'hôpital, les examens. Et j'avais malheureusement heureusement, je peux dire, pas malheureusement, heureusement une petite fille. Ma dernière fille avait 1 mois et demi quand mon mari est tombé vraiment malade. On vivait entre l'hôpital, les examens et l'inquiétude parce que financièrement, on n'avait pas assez d'argent. Et il fallait faire tous ces examens-là. Et il fallait qu'il soit hospitalisé. C'était vraiment difficile. Très difficile. Très très difficile même en plus. Un jour, le médecin m'appelle dans son bureau. Le médecin me dit, Madame, nous avons fait une chirurgie malheureusement. On pensait qu'avec la chirurgie, on pouvait aider votre mari. On n'a pas pu l'aider. On veut juste vous faire comprendre que ça n'a pas été ce qu'on voulait. Donc préparez-vous psychologiquement. Ce jour, c'était vraiment pas évident. Et quelques temps après, mon époux est décédé. Quand il est décédé, je n'avais même pas exprimé ce que j'ai ressenti ce jour. J'étais bouleversée, traumatisée, triste. Parce que là, je me retrouve avec 3 bébés. 3 bébés, 3 enfants. Et j'ai perdu mon époux, qui était tout pour moi. Puisque je ne travaillais pas, je n'avais aucune ressource. Ma vie était une femme au foyer. Je me retrouve ainsi. Et tant qu'on puisse aller le garder. Et le comble, c'est qu'on m'interdisait de pleurer. Je ne devais pas pleurer parce qu'en fait, on dit en Afrique que quand une femme pleure, sur un bébé, en fait, elle rend le bébé triste aussi. Je devais refouler parfois mes larmes pour que le bébé ne me voie pas en train de pleurer. Pour ne pas verser les larmes sur le bébé qui avait 4 mois. Je l'allaitais. Et on me forçait à manger. Je n'avais même pas mangé. Je n'arrivais vraiment pas à manger. Je pleurais, je pleurais, je pleurais. La douleur était si vive. Parce que je n'étais pas préparée psychologiquement. On pensait qu'on avait l'avenir devant nous. Toute la vie devant nous. On n'avait pas vu la maladie arriver. Elle était brusque. Et je me retrouvais là perplexe. Je n'arrivais pas à exprimer ce que je ressentais. C'était très dur, très dur. Très difficile, très. Bon, les obstacles, c'était franchement difficile. Sans emploi. Et surtout, je dormais avec la lumière. Je dormais franchement avec la lumière. Chaque soir, quand j'entendais une voiture faire un bruit, je pensais que c'était lui qui arrivait. C'est lui qui allait me dire, viens ouvrir la barrière comme d'hab et me taquiner. C'était franchement difficile déjà. Émotionnellement, je n'arrivais pas à dormir.
Je dormais avec la lumière chaque soir, je dormais tard, je faisais des insomnies, je maigrissais. Au fur et à mesure, je perdais du poids, j'étais pâle, j'étais très pâle. Et je me posais la question, je vais faire comment? Je devais payer la location comment? Je n'avais plus d'argent et tout. Je devais faire comment? Sincèrement, je ne suivais même plus des morceaux religieux. Hein. Je ne suivais plus de morceaux religieux. Pendant plus de 2 ans, je n'ai pas suivi de morceaux religieux. Parce qu'en fait, chaque fois que je suivais un morceau religieux, ça me rappelait le deuil. Je voulais juste avancer. Mais comment je devais avancer? Alors la famille m'a demandé de retourner en famille. Je suis retournée dans ma famille, chez mes parents, avec les enfants. C'était le moment où j'ai oublié ma dignité, j'ai oublié tout. Parce qu'en fait, j'avais besoin qu'on me tende la main. J'avais besoin qu'on me réconforte. J'avais besoin de chaleur humaine. J'avais besoin qu'on rie autour de moi. J'avais même besoin de manger. Je ne mangeais pas. Je ne mangeais pas du tout. Parce qu'en fait, je vais manger comment? Quand je pense à mes charges, je pense à mon avenir, l'avenir des enfants, comment est-ce que je vais manger? Je vais manger comment? Et là, quand je suis rentrée en famille, ma mère constamment préparait, me faisait manger et tout. Et je sortais pour chercher du boulot. C'était triste parce qu'en fait, je sortais chercher du boulot avec l'habitude, avec le blanc, avec les cheveux rasés. Je devais travailler pour au moins pouvoir avoir quelques petits sous pour pouvoir aider la famille dans les charges. Parce que les charges étaient énormes. Les charges étaient franchement énormes. 3 enfants, sans situation financière, sans boulot, c'était énorme. Je n'étais pas habituée. Chaque matin, je sortais et tout. J'ai même trouvé du boulot, mais je n'avais vraiment pas d'énergie. Je n'avais plus de motivation. Est-ce qu'un commercial peut sortir travailler sans avoir de motivation? Quand on est commercial, on doit être gentil, gai, pour pouvoir susciter l'intérêt au client d'acheter la marchandise. Mais je n'avais plus cette joie-là. Je n'avais plus cette joie-là. J'essayais d'avancer, mais c'était difficile. Très, très difficile. J'essayais chaque jour d'avancer. Parfois, je me dis, je vais prier. Je priais, mais je me levais parfois à 2 heures. Au lieu de prier, je m'étais à pleurer. Je pleurais si fort que mes parents se réveillaient parfois pour me consoler. Ils me disaient, mais tu pleures pourquoi? Je pleurais. Je pleurais. C'était mon quotidien, pleurer. Pleurer, c'était mon quotidien. J'étais devenue si sensible. Très sensible. Même aujourd'hui, je suis sous-sensible. J'étais devenue, parce qu'en fait, on n'oublie jamais. J'étais devenue si sensible. Mais je devais avancer. Déjà, moi, j'ai un baccalauréat littéraire. Et comme je disais, moi, j'ai eu un BTS en action commerciale. Et j'ai travaillé longtemps en tant que commercial. Donc, quand mon mari décède, comme j'ai dit, je cherche le boulot. Je fais des petits boulots en tant que commercial. Mais je n'ai plus de motivation. Et là, ça faisait plus de 10 ans, avec le foyer et tout, presque 10 ans que je n'avais plus travaillé. Là, je me retrouve à un tournant de ma vie où je dois tout reprendre à zéro. Est-ce que je vais y arriver? C'était la question que je me posais. Et en plus, j'avais 38 ans. J'avais 38 ans. 38 ans. À 38 ans, j'étais là, pas de boulot, 3 enfants. Et vraiment pas de ressources financières. Là, entre-temps, à force de me plaindre et tout, et à force de faire des petits jobs, et ça ne va pas, et je finis, je recommence, parce que je n'étais pas motivée. Et il y a un de mes beaux-frères qui me dit, bon, il est kinésithérapeute, il me dit, pourquoi pas la kiné? Et on discute, et je me rends compte qu'en fait, j'ai envie de faire un métier qui pourra me faire aider les autres, qui pourra me faire me sentir aussi bien, qui pourra me faire de la motivation à d'autres, en les écoutant, en compatissant pour eux. Donc quand mon beau-frère me parle de la kinésithérapie, j'ai dit, bon, pourquoi pas? Mais je lui dis, mais j'ai un bac A. Il me dit, pourquoi pas? Tu as envie de changer, non? Tu as envie de motivation? J'ai dit, oui, j'ai envie de motivation. Ça fait exactement 2 ans qu'il était déjà décédé, 2 ans. C'est qu'il dit la dernière, avec 4 mois, 2 ans, 2 ans, 4 mois, mon dernier bébé. J'ai dit, bon, il est temps que je puisse faire autre chose. Mes parents m'ont dit,
vas-y, du courage. Et le plus difficile, c'est que j'allais faire la kinésithérapie, mais il m'a proposé de faire la kinésithérapie hors de la ville. Donc je devais aller en campagne, loin de mes enfants. Là, c'était encore plus difficile. Financièrement, c'était pas facile. Émotionnellement, c'était pas facile parce que je devais laisser les enfants et partir. Et surtout, je devais me retrouver en train de faire des matières scientifiques. C'était franchement pénible. Et j'ai pris mon envol. Mes parents m'ont soutenu. Ils m'ont dit de partir. Je suis partie. Je suis partie. Je suis partie pour un nouveau départ. J'ai toujours dit, c'était un peu comme une thérapie. Partir loin. Je suis allée à l'université. J'ai tout recommencé à zéro. Une nouvelle aventure, je peux dire. Et à l'université, c'était pas facile. Je me sentais même... J'étais vieille, j'étais un peu vieille de l'université, puisque j'avais 38 ans. J'étais un peu vieille et tout. Déjà, j'étais complexée. Est-ce que je vais y arriver? Et il y avait des jeunes enfants de 18 ans, de 16 ans, qui étaient devenus mes camarades de classe. Donc, j'étais devenue la camarade de mes enfants, quoi. C'est là que je commence une bataille dure. Parce que là, l'école était franchement pénible. La kinésithérapie était passionnante, mais c'était dur. J'étais dur parce que chaque nuit, je dormais. Je me levais à 2 heures pour apprendre. Je lisais toujours, je lisais. Mon quotidien était la lecture. Mon quotidien était la lecture. Lire, lire, lire. Et quand je ne lisais pas, parfois à 2 heures du matin, au lieu d'avoir froid, parce que moi j'étais à l'ouest du pays où il fait froid, au lieu d'avoir froid à l'ouest, à 2 heures, j'avais chaud. Parce qu'en fait, je paniquais. Est-ce que demain je vais arriver? Je me rappelle, mon mari est décédé le 6 juin. Je me rappelle le 6 juin, j'avais 7 épreuves à passer. 7 épreuves. Et là, je me rends compte que je dois pleurer et prier pour mon mari. Je me lève à 5 heures, au lieu de prier, je me mets encore. J'ai dit à mon mari, excuse-moi, j'ai cette matière. Donc excuse-moi d'abord, quand je vais revenir, je vais pleurer. Pour le moment, s'il te plaît, attends d'abord, je vais challenger pour cette matière. Je suis allée à l'université ce jour. J'ai challengé pour cette matière. Tellement c'était difficile encore l'université, les épreuves ce jour. Quand je suis rentrée, j'ai dit, ah, papa, attends, hein, excuse-moi. Vraiment, les 7 matières d'abord difficiles. Attends, d'abord, je pleure pour les 7 matières. Donc, finalement, de pleurer le mari, je pleurais maintenant à l'école. Donc, j'étais partagée entre parfois pleurer le mari, pleurer l'école, pleurer les enfants. Et rien n'était facile. Mais chaque jour, j'avançais. Chaque jour, c'était un pas en avant. Chaque jour, c'était un pas en avant. Pour le plan financier, ma belle famille m'a soutenue, mes parents. Et j'ai eu la grâce divine, je te dis toujours, il y a la grâce divine. Il y a la grâce divine parce que franchement, parfois on pense qu'on ne doit pas y arriver. Parfois il y a quelqu'un qui vous appelle, il dit, ah, votre mari, il me devait tel. Bon voilà, je vous rembourse son argent. C'est ainsi que j'ai fait pour payer mes études. Parfois, c'est-à-dire un créancier qui rembourse une dette. Parfois c'est un parent, un cousin ou une belle-sœur qui m'aide à payer mes études. C'est comme ça que j'ai fait pour payer mes études. Et je devais voyager constamment pour pouvoir aussi penser aux enfants parce que je ne peux pas les abandonner. Je devais voyager. Parfois, quand j'arrivais à 17 h, je prenais le dernier bus. J'arrivais à 22 h, je passais un week-end avec les enfants et je repartais le dimanche. Donc, je vivais entre 2 villes. Je vivais exactement entre 2 villes. C'était franchement difficile. Mais j'ai tenu bon. J'ai tenu bon entre la panique, entre les larmes. Et c'est là que j'ai recommencé encore à suivre les morceaux religieux. Hein, parce que longtemps, je ne suivais plus les morceaux religieux. J'ai repris encore goût à la vie. Au fur et à mesure, le temps passait. Au fur et à mesure, je pense que je guérissais progressivement. Les larmes commençaient à baisser. Je n'ai jamais dit que les larmes vont baisser, mais progressivement, j'étais préoccupée par l'école. Au fur et à mesure, j'étais préoccupée par l'école. Et surtout l'envie d'avancer. Parce que quand j'appelais les enfants, ils me disaient, maman, du courage, bats-toi. Et je me battais pour eux. J'avais cette motivation. Les enfants. Je voulais les voir sourire. Je voulais penser à leur avenir. C'était ça. C'était ça, ma motivation. Me battre pour un meilleur avenir pour les enfants. C'est ça qui était mon livre motif.
l'amour que j'avais pour mes enfants. Et surtout que, quel que soit l'endroit où mon mari était, qu'il soit fier de moi. Et surtout, l'environnement étudiantil, c'est un autre monde. Comme je dis, j'étais la plus vieille, j'avais 38 ans. Et quand je parle de motivation, en dehors des enfants, j'avais la motivation des jeunes qui m'entouraient. Ces jeunes m'ont soutenu. Parce qu'au début, quand je racontais mon histoire, je pleurais. Je pleurais. Et plus je pleurais, ils avaient de la compassion pour moi. Et plus je pleurais aussi parce que l'école était difficile. Parce que là, je me retrouvais parfois avec des matières où je ne comprenais rien. Ces enfants devaient se mobiliser pour me soutenir. Ils me disent, la mère, nous sommes là pour toi. Hein. Chacun prenait son temps pour moi. Chacun prenait son petit temps pour me soutenir, pour m'encadrer et tout. En fait, c'est ça. Moi, je me suis retrouvée dans un milieu où j'ai rencontré l'amour. L'amour de ces jeunes, l'amour de mes enfants, l'amour de la famille, l'amour de la belle famille, l'amour des amis. Un jour, quelqu'un m'a dit, le plus difficile n'est pas de tomber. Hein. Le plus difficile, c'est d'avoir des personnes qui vont t'arrêter si tu veux tomber. Et j'ai eu la grâce d'avoir des personnes qui ont été là pour moi. Parce que c'est là, moi je dis, c'est là qu'on oublie sa dignité et on se rabaisse. On se rabaisse pour accepter l'amour, pour accepter la main qu'on nous tend. Parce que c'est ça en fait le plus difficile. Les larmes qu'on coule, les gens essuient vos larmes. Il faut accepter que les gens essuient vos larmes, que les gens vous donnent de l'amour et accepter de recevoir cet amour. Parce qu'on peut avoir des gens qui nous entourent, qui veulent donner de l'amour, mais on n'accepte pas de recevoir l'amour. On n'accepte pas la main qu'on nous tend. J'ai accepté la main qu'on me tend. J'ai accepté cette main-là. J'ai accepté l'amour, j'ai accepté l'encadrement. Je me suis rabaissée pour aller vers chaque étudiant qui pouvait m'aider. Je n'avais pas de lundi, je n'avais pas de dimanche à l'université. Chaque jour, c'était un challenge. Chaque jour, je devais lire. Donc aujourd'hui, je dis qu'il faut accepter la main qu'on nous tend dans ce moment difficile. Accepter l'amour que les autres nous donnent. C'est même ça la plus grande difficulté. Parce qu'on n'accepte pas l'amour, on ne peut pas avancer. Aujourd'hui, quand je parle, je souris. Je me rappelle que je suis arrivée à l'université, mon cerveau était vide. J'avais l'impression qu'avec le traumatisme, je ne me rappelais plus de rien. Et là, quand je suis devenue kinésithérapeute, parce que c'est après 3 ans, on devient kinésithérapeute, il y a une soutenance. Et j'ai dédié mon mémoire, je me rappelle, à mon mari. J'ai dédié mon mémoire à mon feu mari. Et ce jour-là, quand j'ai fini, on m'a donné ma mention, j'ai pleuré. J'ai pleuré, je pleurais de joie. Je pleurais parce qu'enfin, j'avais fait 3 années sans redoubler. Malgré les difficultés, malgré les larmes, malgré les insomnies, malgré tout, j'avais réussi. J'avais réussi 3 années. 3 années. 3 années, j'avais réussi à avoir ma licence. J'avais réussi à avoir ma licence. Mes enseignants étaient si fiers de moi. Et mes camarades aussi, ils étaient si fiers de moi. Mes parents étaient si fiers de moi. Mes enfants, tout le monde, je regardais tout le monde la joie dans le regard de tous ceux qui étaient autour de moi. Et dans mes réussites, j'ai reçu le prix de l'excellence. Parce que j'avais eu de très bonnes notes. J'avais eu la mention bien en fin d'études. Et les enseignants étaient même très contents. Et ils m'ont aussi permis d'aller faire un stage de perfectionnement hors du pays. Oui, je suis allée pour 3 mois hors du pays pour faire mon stage. Et là, j'ai encore plus aimé la kiné. Et en tant que femme aujourd'hui, je suis fière d'avoir repris les études. Je suis très fière d'avoir repris les études. C'était un nouveau challenge. J'ai retrouvé mon équilibre psychologique. J'ai retrouvé mon équilibre social et mon autonomie financière. Et en tant que maman, j'ai retrouvé mon équilibre psychologique. Ça m'a permis d'aimer plus mes enfants. Parce qu'en fait, quand on n'a pas retrouvé son équilibre psychologique, on ne peut pas donner de l'amour à l'autre. Parce que si on est déprimé, on est stressé, on est anxieux, tout ce qui est autour de nous nous énerve. Mais quand on retrouve l'équilibre psychologique, émotionnel,
On veut transmettre l'amour, on veut redonner le sourire qu'on n'a pas donné depuis des années parce qu'on pleurait, parce qu'on était chiant, parce qu'on était déprimé. Aujourd'hui, moi, quand je suis maman, aujourd'hui en tant que maman, mes enfants, je leur donne tellement d'amour parce qu'en fait, ils m'ont vu tellement pleurer. Aujourd'hui, je veux leur donner de l'amour. L'amour. Et à mes parents aussi. Mais malheureusement aussi, j'ai perdu mon papa. Quand j'ai perdu mon papa, là, j'ai encore pleuré. J'ai pleuré parce que là, je pleurais vraiment mon mari. Parce qu'il m'avait tellement soutenu. Et là, quand j'ai eu envie de rire, quelques temps après, lui aussi, il est décédé. Malheureusement, j'ai encore eu un deuxième deuil. Mais j'étais plus forte cette fois-ci. J'étais plus forte. J'étais plus forte. Aujourd'hui, je ne peux que dire à toute femme qui a vécu la même situation comme moi, avec des enfants en bas âge, étant devenue mère au foyer, de ne pas se décourager. Déjà. Et de pleurer quand on a envie de pleurer, en fait. Quand il faut pleurer, pleurer. Parce qu'en fait, ça soulage aussi. Quand il faut parler, parler. Parce que si vous n'avez pas, si vous ne parlez pas, parfois vous êtes étouffé. Vous êtes étouffé. Et qu'on a la grâce de rencontrer de bonnes personnes qui nous entourent d'amour, n'hésitons pas. Il ne faut pas hésiter à accepter l'amour qu'on nous entoure avec. Il ne faut pas hésiter à accepter la main qu'on nous tend. Il ne faut pas hésiter de recommencer. Le recommencement là. Il ne faut pas avoir peur de recommencer. Et je dis toujours, Dieu m'a aidé. Dieu a été là pour moi. Parce que parfois je me demande, je me fais comment pour y arriver. Je ne peux pas dire comment j'ai fait. Moi, sincèrement, je sais juste que j'avançais, je criais, je pleurais, je challengeais, j'apprenais. Je vivais entre deux villes pour venir regarder les enfants de temps en temps. Et par la grâce de Dieu, il y a des personnes qui me soutenaient, qui me soutenaient financièrement, comme j'ai dit. Il y a des étudiants qui m'entouraient d'amour et qui me soutenaient aussi. Aujourd'hui, je peux te dire à toutes ces femmes-là qui se retrouvent dans la même situation que moi, de ne jamais baisser la garde, ni baisser les bras, non. Et que même le plus petit peut être un grand soutien pour toi. Parce que je me rappelle à l'université, ce sont des enfants de 16 ans, 17 ans qui ont été cette personne-là qui m'ont soutenu. Toute personne qui vient autour de vous, qui vient vers vous et qui puisse vous donner de l'amour, ne jamais refuser cet amour. Et c'est l'amour qui m'a fait grandir. C'est l'amour qui m'a consolé. C'est l'amour qui m'a donné la joie de vivre. L'amour qu'on m'a entouré avec. C'est l'amour qui a été mon slogan. Et c'est l'amour qui m'a... Aujourd'hui, je peux que dire merci, merci à tous ceux qui m'ont encadré. Merci, merci. Le deuil n'est pas seulement la perte d'une personne. C'est souvent la perte d'un repère, d'un pilier, d'un projet de vie et même d'un équilibre tout entier. Le deuil bouleverse toutes les dimensions de notre vie, que ce soit sur le plan social, matériel et même identitaire. Il y a beaucoup de personnes comme Laure qui ont perdu un jour subitement un conjoint ou une conjointe et qui ont vu leur univers s'effondrer. Ils ont dû se réorganiser, ils ont dû réapprendre à vivre, parfois très douloureusement. Quand en plus le deuil arrive subitement, on n'est pas préparé. Non seulement il va bouleverser notre quotidien, mais il va bouleverser également notre avenir. Il va falloir faire le deuil de cette personne-là, mais il va également falloir rester assez fort pour faire face aux conséquences de ce deuil dans notre vie. Est-ce que c'est la personne qui s'occupait des enfants? Est-ce que c'est cette personne-là qui m'apportait un soutien affectif? Toutes ces pertes-là qui accompagnent justement la perte d'un être cher. Parce qu'en partant, cette personne s'en va également avec les rôles qu'elle jouait dans notre vie. Merci alors pour la confiance et la sincérité de ce partage qui est vraiment émouvant. Beaucoup de gens vivent des deuils difficiles mais n'osent pas vraiment en parler. Parce que souvent dans nos familles et même dans nos environnements, une fois la période de deuil terminée, on ne parle plus vraiment de la personne qui est partie. On essaie de passer à autre chose parce que les rituels sont faits. On te dit c'est la volonté de Dieu. Maintenant, il faut que tu acceptes. C'est comme ça, il n'y a plus rien à faire. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'il y a des deuils qui sont parfois compliqués. Compliqués par la cause du décès, par les circonstances et aussi par l'environnement.
Mais peu de gens ont justement cette connaissance ou cette prise de conscience pour se dire, mais tiens, au-delà des défis quotidiens, il y a également les défis psychologiques, les impacts de cette perte sur la santé mentale de l'épouse, de l'époux et même des enfants. Laure a réussi à se battre et à se construire une nouvelle vie, mais cela n'a pas été facile. Et ça ne veut pas dire qu'elle ne souffre pas ou qu'elle n'a pas de peine, parce que tout de suite, il y a eu des impératifs à prendre en considération. Laure a pu se reconstruire et exerce aujourd'hui le métier de kinésithérapeute. Comme elle a dit elle-même, elle l'a fait parce qu'après ce deuil-là, elle a voulu faire quelque chose pour aider les autres. Car de la douleur naît parfois une vocation. Cette vidéo, nous la dédions à tous nos êtres chers qui malheureusement nous ont quittés beaucoup trop tôt.